Bonjour, bienvenue ici, merci beaucoup de votre présence. Je vais me présenter, je vais commencer déjà par vous dire qui je suis. Alors est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Moi je m'appelle Déborah Dos-Clugère et comme vous pouvez le voir, je fais des accompagnements, des ateliers, des coachings en développement personnel et professionnel. Donc j'interviens auprès des personnes qui, voilà, à un moment de leur vie, peuvent avoir besoin d'une petite aide, d'un petit coup de pouce pour passer un cap. Concrètement, ça peut être pour se libérer du tabac ou d'une addiction, ça peut être sortir d'une dépression, sortir d'un burn-out, ça peut être passer un cap pour une préparation mentale, un examen, par exemple, un entretien d'embauche. Voilà. Les sujets sont vraiment divers et variés, ça va dépendre des personnes qui viennent me voir. Ce qui est important à savoir avec moi, c'est surtout mes outils. Voilà, j'utilise 2 outils en particulier, outre mon expérience de femme et de vécu d'avant, j'utilise l'hypnose et la PNL, programmation neuro-linguistique. Alors avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, du pourquoi vous êtes venu ici me voir aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi l'hypnose, c'est quoi la PNL. L'hypnose, certaines personnes connaissent, ont déjà fait un petit peu, d'accord. L'hypnose, c'est tout simplement un phénomène naturel par lequel tout le monde passe plusieurs fois par jour et ce de façon involontaire. Je vais vous donner 2 exemples. Quand vous conduisez, ça vous est peut-être déjà arrivé de faire 30-40 km sur une route que vous connaissez bien. Et puis vous arrivez, oh, je suis déjà là. Je suis déjà arrivé. Vous n'avez pas vu le temps passer, vous n'avez pas vu les kilomètres défiler. Votre esprit a vagabondé, en même temps vous êtes occupé des pédales, de la boîte de vitesse, du volant qui tourne, peut-être que vous avez même écouté ce qui se passe à la radio en même temps votre esprit a pensé à plein d'autres choses, peut-être même avez-vous discuté avec la personne qui est à côté de vous. Et vous êtes arrivé à bon port. Vous étiez à peu près 4 personnes en même temps dans votre tête. Ça s'appelle la dissociation. Et tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Et toutes ces parties de vous font merveilleusement bien leur job en même temps. C'est de l'hypnose. Autre exemple, quand vous allez au cinéma. Au cinéma, vous êtes sous hypnose aussi. Si le film vous passionne et qu'il dure 2 heures, vous ne voyez pas le temps passer. Si vous ne passionne pas et qu'il dure 2 heures, c'est très long. Pourtant, 1 minute, c'est 1 minute. Je garantis, ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe au cinéma? Au cinéma, vous êtes en champ rétréci de conscience. Vos yeux, vos oreilles, vos sensations sont sur le film. Si le film est triste, vous pleurez. S'il est gai, vous riez. S'il est stressant, vous stressez. Pourtant, vous savez que c'est un film. Et vous réagissez en fonction de ce que le film vous envoie. Et vous savez en même temps que vous êtes assis, là, comme ça, dans votre fauteuil au cinéma. Vous entendez ce qui se passe de loin en loin. Peut-être même tournez-vous un peu la tête pour dire « Oh tiens, il s'est passé un truc ». Bam, vous retournez dans le film. C'est le film qui démarre? D'accord. Et vous retournez dans le film à ce moment-là. C'est de l'hypnose, c'est du champ rétréci de conscience. La seule chose qui va vous sortir de cette hypnose à ce moment-là, c'est quoi? Ça peut être une pensée parasite, du style « j'ai oublié d'éteindre le gaz ». Alors là, je peux vous garantir que vous allez sauter de votre chaise et vous allez courir vérifier chez vous, quel que soit le film qui passe devant vous à ce moment-là. Et heureusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne nous fait pas faire n'importe quoi sous hypnose. Sous hypnose, on n'est pas inconscient. On ne dort pas, on ne nous fait pas faire n'importe quoi sous hypnose. Vous avez peut-être déjà vu des spectacles à la télévision ou dans une salle d'un hypnotiseur qui fait monter des gens sur scène et qui leur demande de faire plein de choses. Ces personnes ne voient aucun problème majeur à faire ce que leur demande l'hypnotiseur. Quelle est leur motivation? Je ne sais pas. En tout cas, elles sont d'accord pour faire ce que l'hypnotiseur leur demande. Moi, l'hypnose que je pratique, finalement, c'est le même outil que l'hypnose de spectacle, sauf que je la pratique en cabinet, en individuel, juste avec une personne, et que je ne vais pas faire du spectacle avec. C'est vraiment un outil de thérapie brève et comportementale. Je fais aussi des ateliers
collectif où j'apprends aux personnes l'auto-hypnose pour pouvoir se ressourcer, se relaxer, gérer son stress. Voilà, j'ai fait rapidement le tour de la question avec l'hypnose. Je vais très rapidement vous parler de la PNL avant de rentrer dans le vif du sujet, encore une fois. Programmation neuro-linguistique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le langage verbal, les mots, non verbal, la posture, la gestuelle, paraverbal, le ton, je vais vous accompagner à vous programmer, vous reprogrammer, à adopter le bon geste au bon moment, le bon comportement au bon moment, dans la bonne situation. Et ce de façon spontanée, sans y réfléchir, sinon ça prend trop de temps. Je vais vous donner un exemple très simple, vous allez tout de suite comprendre. Si je dis à quelqu'un, je vous regarde, je lui dis ouais, je vous crois. Hein. J'ai dit je vous crois. Est-ce que je la crois vraiment? Pas vraiment. En revanche, si je lui dis ah oui, je vous crois. Ma posture, au moment où j'ai dit je vous crois, le ton de ma voix était absolument pas en accord avec les mots. Pourtant, j'ai dit je vous crois. En tout cas, personne n'a cru ce que je disais. Ça, c'est de la PNL. Et on va utiliser ça dans son quotidien. Je vais accompagner les personnes à apprendre à utiliser ça dans leur quotidien. Je mixe les deux outils. Est-ce que je vais plutôt faire de l'hypnose ou de la PNL avec quelqu'un? Je ne sais pas le dire d'avance. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Et alors, ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est une réflexion. Parce qu'avec tous ces outils que j'utilise, voilà, j'observe les personnes énormément. Je m'observe moi-même aussi. J'essaie de me mettre de l'extérieur et puis de me voir. Et parfois, ça marche. Et il s'est passé quelque chose il n'y a pas très longtemps. En fait, la réflexion que j'ai eue là vient d'un vraiment un événement très personnel. Très, très, très personnel. Et voilà, ça a démarré avec ma meilleure amie. Je vais l'appeler Marguerite, pour des raisons de confidentialité. Marguerite, je l'adore. Je l'adore, ça fait 25 ans que je la connais. On se comprend, on se voit, on n'a même pas besoin de se parler, on se comprend tout de suite, Marguerite et moi. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'elle elle est formidable, elle est gaie, elle est sympathique, enfin moi je la trouve extraordinaire. Et il y a quelques semaines de cela, je croise une amie commune. Je vais l'appeler Clémentine. C'est pas son vrai prénom, mais bon, voilà, vous comprenez. Je croise Clémentine, on va boire un verre ensemble, et Clémentine me parle, au bout d'un moment, on finit par parler toutes les deux de Marguerite. Bien. Et Clémentine me dit « Ah, Marguerite, c'est une idiote, c'est une imbécile, elle est vraiment méchante, mauvaise personne. » Moi, je me suis retrouvée très choquée, vous imaginez. On vous parle de votre âme sœur, hein, votre meilleure amie, on vous en parle comme ça. C'est assez insupportable. C'est assez insupportable. Je me suis retenue, je me suis mangé la langue, je connais Clémentine depuis quelques années aussi. Bon. Et Clémentine a déblatéré. C'était assez difficile à gérer émotionnellement, je vous l'avoue. Pourtant, j'ai tenu le coup. Et au bout d'un moment, j'ai même commencé à avoir des mauvaises pensées vis-à-vis de Clémentine. J'ai commencé à détester Clémentine, vous imaginez. Elle dit tout ça de mon amie de cœur, de celle que j'aime depuis toujours. J'ai commencé vraiment à détester Clémentine et à me dire, maintenant, en fait, la personne méchante, c'est toi, Clem. C'est pas Marguerite. Hein. Puis finalement, tout ça, ça m'a amené quand même à une réflexion. Parce que j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien suite à cette conversation. Et cette réflexion, finalement, je me suis dit, Clémentine déteste Marguerite. Elle la trouve même méchante. Elle dit que c'est une personne méchante. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais vous le dire très rapidement, je vais vous la faire courte. Hein. C'est juste un quiproquo. Un quiproquo, ce qui fait que Marguerite a fait et dit quelque chose qui n'a pas plu à Clémentine. C'est parti d'un truc, mais alors vraiment pas grand-chose. J'adore Clémentine, enfin je l'aimais bien, maintenant j'ai un peu de mal avec elle, mais bon. Mais j'adore Marguerite surtout. Et je me suis dit, mais comment
quelqu'un que j'adore peut être détesté par quelqu'un d'autre? Comment une personne que je trouve formidable, qui est formidable, peut être définie comme étant méchante par quelqu'un d'autre? C'est absolument impossible. Et puis alors si je vais encore au-delà de cette réflexion, finalement, quelqu'un que je déteste, que je trouve une personne méchante, mauvaise, nulle, tout ce qu'on veut, elle est certainement aimée par quelqu'un d'autre, par d'autres personnes. Clémentine, elle a un mari, elle a des enfants, elle a un travail, tout le monde l'adore et la trouve formidable. Mais comment ça se fait? Vous avez certainement dans votre entourage des personnes que vous détestez, que vous ne supportez pas, peut-être une, deux, voire plus. J'espère pas trop quand même, parce que faut faire le ménage. Vous trouvez que ces personnes sont mauvaises même. Et pourtant, quand vous y réfléchissez, ces personnes-là ont dans leur entourage des gens qui les aiment, qui les apprécient. Elles sont aimées de quelqu'un. C'est quand même assez bizarre. Puis je me demande, moi, franchement, comment ça se fait? Comment ça se fait que ces personnes... Il est étonné là. Ça se voit? Moi, ça m'étonne. Moi, à chaque fois que je pense à quelqu'un que je déteste, je suis étonnée de me dire, mais cette personne est aussi aimée de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas possible. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Ça m'a fait énormément réfléchir. Ça a été compliqué comme réflexion, je dois vous avouer, parce que cette situation m'a vraiment mise sens dessus dessous, émotionnellement. Et puis finalement, je me suis dit, mais bon, ok, Déborah, tu te poses. Quand tu arrives quelque part, voilà, quand on arrive quelque part dans un endroit, là, vous passez la porte, on peut dire que c'est un événement, il se passe quelque chose. Ou quand vous êtes déjà quelque part et que quelqu'un arrive, c'est aussi un événement, c'est quelque chose qui va changer la situation actuelle. Ok ? En général, un événement est assez anodin. Je marche, c'est un événement, mais bon, c'est assez anodin. Mais il peut y avoir un boom, c'est un événement. Imaginez là maintenant, tout de suite, il y a un boom dans la rue. C'est un événement, il y a une explosion. Qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être, certaines personnes vont se jeter à la fenêtre pour aller voir ce qui se passe. D'autres vont se mettre sous des chaises. D'autres vont partir en courant, vont se sauver. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont faire ça, la fenêtre, d'autres sous la chaise, et d'autres partir en courant? Finalement, qu'est-ce qui fait cette différence-là, si ce n'est l'expérience? Les expériences que vous vivez depuis toujours, que je vis depuis toujours, finalement, nous amènent à faire ce que l'on sait faire. Si, quand j'entends un boom, une explosion, j'ai l'expérience d'une guerre, qu'est-ce que je vais faire? J'ai appris que quand il y a un bombardement, je dois me mettre sous une chaise, me protéger parce que peut-être le toit peut me tomber sur la tête, ou à me sauver en courant. C'est ce que je sais faire. Si je ne sais pas faire ça, et que quand il y a un boom dans la rue, c'est plutôt parce qu'il y a un accident dehors et que je suis curieuse et que je vais aller voir ce qui se passe, c'est ce que je vais faire. Je sais faire ça. Je vais vous donner un exemple pour encore illustrer ça, du joueur de tennis. Le joueur de tennis, comme n'importe quel autre sportif, il apprend à renvoyer la balle. S'il apprend à faire que des coups droits et qu'on lui envoie la balle ici, il va cavaler pour aller récupérer la balle en coup droit. Mais si par expérience, par entraînement, il apprend à faire des revers, il va faire un revers. Donc la façon dont vous réagissez
la façon dont je réagis, dont tout le monde réagit, Clémentine, Marguerite, est liée finalement à ce que l'on sait faire. Et ce que je sais faire est lié à mes expériences. J'apprends à faire par expérience. Alors, ça nous ramène à ça. Des événements, il y en a des centaines de millions quand même. Hein. Chaque seconde qui passe, on peut dire que c'est un événement. À chaque seconde qui passe, vous, moi, tout le monde adopte un comportement parmi toute la palette de comportements que l'on a dans notre bibliothèque personnelle. Ces comportements, finalement, sont des savoir-faire. Et finalement, ces savoir-faire viennent d'expériences. On peut adopter un nouveau comportement qui n'est pas dans notre palette parce qu'on acquiert un savoir-faire d'une expérience puissante. Puissante, violente, positive ou négative. Ou alors par répétition. Je vais vous donner un exemple d'expérience de répétition. Un enfant, préado, qui fait plein de bêtises à l'école. Et puis à la maison aussi. Et puis, on n'arrête pas de lui dire, les instituteurs à la maison, « Ah, mais qu'est-ce que... Tu es méchant, tu fais des bêtises tout le temps, tu es vraiment infernal, tu es terrible, tu es infernal. Oh là là !» Ouais. Depuis combien de temps il entend ça? Depuis combien de temps il a l'expérience de ça dans sa tête? On dit à un enfant, quand il est petit, « Oh, il est méchant. Oh là 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 là, tu es coquin, tu es méchant, tu as fait une bêtise. » Une fois, 2 fois, 3 fois. Tu es. Il va finir par le croire. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Quand il est préado, quand il grandit, c'est un enfant obéissant. Je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs, tous les enfants sont obéissants. Il est tellement obéissant qu'il fait ce qu'il est ou ce qu'il croit être. Ça veut simplement dire qu'il va satisfaire papa, maman, l'instituteur, l'institutrice, leur disant « Bah oui, vous voyez, vous avez raison, je suis méchant. Et c'est pour ça que je fais des choses méchantes. » Ouais, il est obéissant. En revanche, si on dit à un enfant qu'il est adorable, qu'il est mignon, qu'il est gentil, sauf que là, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Tu as fait une bêtise. Tu as fait quelque chose de mal. Mais tu n'es pas mauvais. Attention, il n'est pas mauvais. En revanche, tu as fait quelque chose de mal. Il ne va pas grandir avec cette idée qu'il est mauvais. Non, il va grandir avec l'idée qu'il est bon, que c'est quelqu'un de bien, qui peut faire des bêtises par moment, comme tout le monde. Et ça me remet dans cette histoire avec mes 2 copines. Finalement, Clémentine, je l'apprécie quand même. Parce que ce qui s'est passé entre Clémentine et Marguerite, c'est un quiproquo. Marguerite a fait quelque chose qui n'a pas plu à Clémentine. Sauf que Clémentine, au lieu de l'exprimer en disant Marguerite a fait quelque chose qui n'a pas plu, j'ai du mal à le digérer, mais bon, elle a fait. Elle a dit elle est méchante, elle est mauvaise. Elle a même dit le mot qui commence par C et termine par on. Elle lui en voulait. Hein. Sauf que là, elle a mélangé quelque chose dans son discours, quelque chose de très important. Elle a mélangé l'identité de Marguerite, parce que même si Marguerite, je la connais depuis 25 ans, minimum, et que je l'adore, je ne sais pas exactement quelle est son identité. Donc j'accueille son identité. Qu'est-ce que je vois de vous
de tout le monde? Qu'est-ce que vous voyez de moi là? Vous voyez juste un comportement et rien d'autre. Et c'est pas parce que je vois un comportement que je sais qui est la personne, même Marguerite, que je connais très bien, même mes enfants que je connais à peu près depuis leur naissance. Oui, je vous le garantis. Toutes ces expériences qui nous amènent des savoir-faire, des comportements que l'on adopte en fonction des événements, passent par des filtres, les valeurs. On a toutes et tous des valeurs qui viennent de notre entourage culturel, familial, au sens strict et large. Pour autant, la valeur partage peut être dans la bibliothèque de tout le monde. Êtes-vous certaine, êtes-vous certain que toutes et tous ici présents, nous mettions la même chose dans le mot partage? Pas sûr. C'est important aussi d'accueillir cela et de se dire, voilà, c'est pas la même chose. Pour autant, on recherche la même chose, le partage. Je vais vous donner un exemple très intéressant. J'ai eu en thérapie un couple. Ils se disputaient tout le temps. C'était absolument terrible parce que le soir après dîner, madame, dès qu'elle avait fini, elle se levait, elle partait faire sa vaisselle, elle rangeait sa cuisine, tout beau, tout propre, voilà. Pendant que monsieur était vautré sur le canapé et regardait la télé. C'est rare, hein. Ça arrive quasiment jamais, on est d'accord. Voilà. Bon, bref, ça arrivait chez eux. Elle en avait un petit peu assez de cette situation. Et lui, tous les soirs, il disait, mais chérie, laisse, viens regarder la télé avec moi, viens te détendre, je ferai ça après. Il était prêt à le faire. Et d'ailleurs, les quelques rares fois où elle avait cédé, où elle s'était mise sur le canapé avec lui, alors comme ça, parce que, ouais, mais la cuisine, elle est sale. Hein. Effectivement, elle n'était pas bien, hein, alors elle n'a pas profité du film. Hein. Mais bon, tant pis. Effectivement, à la fin, il s'est levé, et il a rangé, et il a nettoyé. Bon, ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, c'était quoi leur objectif à chacun ? De passer un moment ensemble. Parce que elle, après avoir rangé sa cuisine tout nettoyée, elle venait sur le canapé avec son mari, effectivement, et ils passaient un moment ensemble. Sauf que lui, il voulait passer le moment tout de suite. Leur valeur, la valeur importante qu'ils avaient envie de partager à ce moment-là, c'était la valeur amour. Sauf qu'ils n'avaient pas mis les mêmes moyens pour arriver à amour. Il y avait le partage aussi, il y avait la tendresse, il y avait la détente. Sauf qu'ils n'y arrivaient pas de la même façon. L'important, c'est qu'une fois que chacun d'eux avait pris conscience que finalement ils voulaient la même chose, que c'était juste une question de moyens d'y arriver qui changeait la donne, ils avaient fini de se disputer déjà, ça c'était sympa, et ils ont trouvé un compromis qui s'est très très bien passé. Ils ont vaincu ensemble, ils ont réussi à se convaincre, au sens étymologique du terme. Convaincre, le con en latin c'est avec. Ils ont vaincu avec, ensemble. Parce qu'ils ont compris. Ils ont trouvé une solution qui était pas mal. Les valeurs, très important. Je vous ai parlé du filtre des valeurs. Et il y a un filtre ultime. Vraiment, celui par lequel tout passe, qui est un et un seul, parce qu'on a plusieurs valeurs. On a plusieurs valeurs, mais on a une et une seule identité. Et cette identité, elle est systématiquement formidable. Elle l'est. Alors il y a une chose très importante que je voudrais vous demander, c'est de répéter
ce qui est écrit ici, là, avec moi. Je suis formidable. Allez-y. Tu es formidable. Elle est formidable. Il est formidable. Parce que la conclusion de tout ça, mes amis, Marguerite, Clémentine, qui aujourd'hui commencent tout doucement à se rabibocher parce que justement je suis allée leur parler un petit peu des actions et de l'identité. Non, Marguerite n'est pas une mauvaise personne. Elle a fait quelque chose qui n'était pas malin, certes. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise personne. Pareil pour Clémentine. Elles ont compris aujourd'hui que je ne suis pas ce que je fais. Mes actes ne sont pas le reflet de mon identité. Prenez bien cette phrase pour ce qu'elle est. Je ne suis pas ce que je fais. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui vous paraît idiot, méchant même, c'est l'acte que vous voyez, c'est le comportement que vous observez. Mes actes et les actes de tout le monde ne sont pas le reflet de l'identité de la personne. L'identité de la personne, vous ne la connaissez pas. Même quelqu'un que vous connaissez très bien, même mes enfants. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais leur identité. Ce que je vois d'eux, ce sont leurs comportements, quoi qu'il arrive. Alors effectivement, je peux dire, je les connais tellement bien que je sais dans telle situation comment ils vont se comporter. Ça ne veut pas dire que je sais comment ils sont. En revanche, je peux en parler avec eux. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je suis encore là. Voilà, j'ai encore un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure devant moi pour répondre à vos questions avec plaisir. Merci. Y a-t-il des questions sur ce que je viens de dire, ou peut-être sur l'hypnose, ou sur la PNL, ou des témoignages ? Oui, je vous écoute. Qui essaye d'être dans le moment présent, oui. Donc elle a plus de pleine conscience qu'un esprit qui vagabonde. Donc est-ce que vous pouvez quand même faire, est-ce qu'elle a quand même plus des moments d'hypnose quand même dans la journée, des moments, parce que dans la pleine conscience on essaye toujours de vivre le moment présent, donc je vous regarde, j'écoute, je conduis, je regarde les immeubles à gauche à droite, donc il y a plus ces moments... Alors, l'hypnose, c'est un phénomène naturel. Donc la pleine conscience, c'est un état dans lequel on se transporte de façon volontaire, par la méditation en particulier. L'hypnose, c'est un phénomène naturel, par lequel tout le monde passe plusieurs fois par jour de façon involontaire. Pour un adulte, c'est à peu près toutes les 50 à 90 minutes. C'est ni plus ni moins qu'une déconnexion du cortex préfrontal. Et heureusement que votre cortex préfrontal se déconnecte de temps en temps. Sinon, vous ne tiendriez pas le coup, une journée, personne. Ça vous est déjà arrivé de vous concentrer sur un truc pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et vous êtes épuisé, pourtant vous êtes resté assis sur votre chaise, vous n'avez pas bougé. Vous êtes lessivé au bout de cette demi-heure ou de cette heure de concentration. C'est parce que vous n'avez pas laissé l'occasion à votre cortex préfrontal de se déconnecter quelques secondes, voire quelques minutes pour qu'il recharge ses batteries. Ça, c'est de l'hypnose. Et c'est effectivement... La seule différence quand quelqu'un vient me voir, c'est que je vais accompagner cette personne à déconnecter
cette zone du cerveau de façon volontaire. Donc c'est là, maintenant, on y va, quoi. Voilà. Alors effectivement, comme la méditation, c'est un entraînement, parce que la méditation, c'est de la pleine conscience, donc c'est un entraînement, il faut s'entraîner. En même temps, tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est ça l'intérêt. Comme c'est un phénomène naturel, tout le monde est réceptif. Sauf quand on ne veut pas. La personne qui ne veut pas, ça ne marche pas. Pour autant, elle connaît quand même ce phénomène de façon involontaire. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui ? Vous avez le droit de ne pas supporter le comportement de quelqu'un et du coup de ne pas avoir envie de fréquenter cette personne. C'est tout à fait possible, oui, 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 tout à fait. D'autres questions ? Oui. Alors, l'hypnose, l'intérêt avec une opération que l'on fait sous hypnose, l'hôpital de Liège pratique plus de 800 opérations par an sous hypnose depuis pas mal d'années déjà. L'intérêt, c'est que déjà, vous n'avez pas de produits chimiques dans le corps, qu'il y a moins de risques post-opératoires, et voilà, qu'il y a moins de trauma, parce que déjà, l'opération elle-même est un trauma, mais bon, elle est nécessaire. Alors, en plus, on rajoute le produit chimique de l'anesthésie. Là, on évite au moins tous ces risques post-op liés à l'anesthésie. Oui. Oui, on peut très bien accompagner une personne qui a des problèmes psychologiques. On peut aussi accompagner en parallèle d'une psychothérapie avec un psychothérapeute, voire un psychiatre. C'est tout à fait possible. Et ça m'arrive de travailler en collaboration justement avec des psychothérapeutes pour des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Oui. Alors comme c'est un phénomène naturel, moi ce que je fais quand je fais des ateliers auto-hypnose, j'accompagne la personne à reconnaître des modes de fonctionnement par lesquels elle passe tous les jours, mais de façon involontaire. Donc à partir du moment où vous prenez conscience de ces modes de fonctionnement, ça vient. Effectivement, en fonction des personnes, ça peut mettre de quelques secondes à quelques minutes, et puis après c'est un entraînement. Voilà, donc il y a quand même un vrai entraînement à avoir. Ça peut venir vite, ça dépend des gens. Mais c'est assez facile, oui. D'autres questions ? Des témoignages ? Des remarques ? Bon. Écoutez, moi je suis à votre disposition sur mon stand juste à côté. Eh bien, on dirait, oui voilà, en fait j'ai réussi. J'ai réussi. Est-ce que j'ai encore 5 petites minutes, Sandrine ? Ah, d'accord. Donc avant qu'elle détruise la porte, on va y aller alors. Hein. D'accord. 2 minutes. Vous voulez que je vous fasse un cadeau ? Je vais vous faire un cadeau. Allez, fermez tous les yeux et posez bien vos 2 jambes par terre, au sol. Allez, voilà. Hop. Ok, vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez ne pas les fermer en fait. Vous allez tout simplement, eh bien, prendre conscience d'abord de tous les points d'appui de votre corps. Vous sentez bien vos pieds au sol, bien posés. Et puis, au-dessus des pieds, il y a quoi ? Il y a les jambes. Vous remontez jusqu'aux genoux. Vous sentez bien l'assise. Percevez l'assise de cette chaise qui est juste en dessous de vos hanches.
Vous remontez très légèrement et vous avez derrière le dos. Percevez ce point d'appui ou peut-être de non-appui. Et en même temps, vous entendez la légère ventilation dans cette salle, un peu comme un ronron ou autre chose. Ça vous amène. Prenez conscience qu'en même temps, votre esprit vagabonde. Vous pouvez le laisser vagabonder là où il le souhaite, voir les paysages que vous désirez, ou tout simplement observer les reflets de lumière sur les écrans des paupières lorsqu'elles sont closes. Prenez conscience également de la température. C'est juste la bonne température pour être bien. Et en même temps, il y a ce petit ronron qui amène cette ventilation par moments, une petite brise sur votre visage, dans vos cheveux. Prenez conscience de la différence de température entre l'atmosphère et la brise. L'atmosphère, la brise. C'est un endroit qui est le vôtre, dans lequel vous êtes en train de vagabonder. Un endroit de calme, tranquillité, de sérénité. L'endroit dans lequel vous pouvez y trouver ce que vous souhaitez. Toutes vos ressources, votre puissance, votre force, ou autre chose, ce que vous souhaitez. Peut-être tout simplement un moment de zénitude, de plénitude, que sais-je. C'est votre endroit à vous. Prenez conscience que vous connaissez, vous reconnaissez ce chemin pour y aller. Et qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir y retourner aussi souvent que vous le souhaiterez, à chaque fois plus rapidement, à chaque fois plus intensément, plus profondément. Il vous suffira de vous asseoir, de repenser à ici et maintenant, et de retourner dans cet endroit qui est le vôtre. Et lorsque je compterai jusqu'à 3, vous reviendrez avec toutes les perceptions habituelles de votre corps et de votre esprit. Et vous reviendrez en pleine forme pour continuer cette journée, ce dimanche, et pour continuer la semaine à partir de demain. 1, 2 et 3. Je vais m'assurer que tout le monde a bien retrouvé les perceptions habituelles de son corps et de son esprit. Est-ce que tout le monde peut lever une main, s'il vous plaît? Tout le monde? Je veux voir toutes les mains. Voilà. Toutes les mains. Bon, je ferai le tour de la salle après pour m'assurer que tout le monde est bien là. Merci.